Bonsoir à tous. D'abord, c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver ce soir pour cette édition de l'Université de la Vie et pour parler ensemble de cette question du temps. Alors, après ce que Valérie vient de nous décrire de façon si belle et si juste, je voudrais revenir peut-être sur cette question du temps que nous ne sommes pas les premiers à nous poser dans l'histoire. Question en effet tout à fait singulière que celle du temps, parce que le temps est un acteur majeur dans nos vies. C'est en tous les cas quelque chose dont nous ne cessons de parler. Nous nous plaignons sans cesse de manquer de temps, de courir après le temps. Nous avons sans cesse le sentiment que le temps passe trop vite. Et le temps devient souvent une obsession pour nous. La gestion du temps, la planification du temps, la projection dans le temps sont autant de choses qui mobilisent notre concentration et notre organisation quotidienne. Et pourtant, le temps qui joue un rôle si important dans nos vies, le temps dont nous ne cessons de parler, ce temps, nous ne le voyons pas. Nous ne le percevons pas. Nous n'avons pas affaire à lui. Et il nous est bien difficile de nous le représenter. La grande différence entre l'espace et le temps, c'est que le temps ne se perçoit pas immédiatement. Je ne vois pas le temps qui passe. Je vois les choses qui bougent autour de moi, je vois le ciel qui ne cesse de manifester que le jour avance et que la nuit arrive ou que la nuit se termine et qu'un jour nouveau commence. Mais je ne vois pas le temps lui-même. Ce que je vois le plus souvent, et là c'est le mouvement de la trotteuse sur ma montre qui me dit qu'il est temps de me presser et de courir derrière elle. Mais le temps lui-même, nous ne le percevons pas. Alors qu'est-ce que c'est que le temps dont il est question ici ? Cette question-là, elle est posée d'une manière très belle et qui est rentrée dans l'histoire de la philosophie de façon presque canonique par un très grand théologien qui est aussi un très grand philosophe et qui est saint Augustin. Dans les Confessions, saint Augustin, dans un texte très célèbre, se pose cette question. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Après tout, si on ne m'en parle pas, si on ne me pose pas la question, je sais très bien ce que c'est que le temps. Je ne cesse de courir après lui. Mais dès que je me pose la question, je me rends compte que je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Au fond, pour répondre à cette question, nous avons devant nous 3 temps. Il y a le passé. Mais le passé, c'est ce temps qui n'est plus et qui donc n'existe plus. Le passé est retombé dans le néant. Il y a l'avenir. Mais l'avenir, c'est le temps qui n'est pas encore. Et par définition, s'il n'est pas encore, c'est qu'il n'existe pas du tout. Alors que nous reste-t-il ? Il nous reste le présent. Ce présent dont Valérie nous a dit qu'il était si nécessaire de se saisir. Mais comment se saisir du présent ? Parce que le propre du présent, c'est qu'il ne cesse de passer, justement. Le présent, c'est ce point qui court entre le futur et le passé. Le présent, c'est ce point qui, au moment où je le saisis, en fait, a déjà disparu. Dites présent, et le mot est déjà passé. Le présent est insaisissable. Le temps est insaisissable. Et par conséquent, si je cherche ce qu'est le temps, si je cherche où est le temps, je suis très vite désarçonné. Le temps, en fait, est ce qui n'existe qu'en tant qu'il tend à ne plus exister. Le temps est ce qui n'a d'autre réalité que de disparaître au moment où je crois le saisir. Raison pour laquelle, au fond, nos vies qui sont dans le temps semblent tellement nous échapper. À force de courir derrière le temps, nous avons le sentiment de courir derrière nos propres vies qui n'ont pas d'autre réalité que celle de nous fuir finalement, que celle de nous échapper. Qu'est-ce que c'est alors que le temps ? Au fond, ce qui peut nous mettre sur la trace d'une réponse plus satisfaisante, c'est que ces 3 temps dont parle saint Augustin, elles ont bien une certaine réalité. Mais cette réalité ne se trouve pas sur cette représentation que vous connaissez tous et qui nous vient la plus spontanément à l'esprit, cette représentation spatiale du temps qui fait que le temps serait comme une flèche avec d'un côté l'avenir, de l'autre côté le passé, et puis ce petit point du présent qui se déplace sur la flèche. Non, la réalité du temps, elle ne se trouve pas sous cette forme spatialisée. La réalité du temps, elle se trouve en fait en nous. Le passé a bien une certaine réalité. Et cette réalité, c'est l'attention que j'ai au passé. L'attention au passé, nous l'appelons la mémoire. La mémoire est bien la présence du passé en moi. Ce par quoi le passé m'est encore présent. Et la mémoire, nous le savons bien, est absolument nécessaire à chacune de nos existences, parce qu'elle est ce par quoi nos vies trouvent mystérieusement une forme de stabilité.
Au fond, nous le savons bien, la vie est faite de mouvements, la vie est faite de changements. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde de la modernité, dans une époque qui est marquée par cette fascination pour le changement, par cette fascination pour le mouvement. C'est même d'ailleurs, vous le constatez avec moi, une fascination collective, une fascination politique. Nous ne cessons de nous enthousiasmer pour ceux qui changent, pour ceux qui bougent, pour ceux qui se transforment sans cesse. Quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités politiques, la réforme est devenue le canon de toutes nos passions. En 2007, c'était la rupture. En 2012, c'était le changement, c'est maintenant. En 2017, c'était en marche. Bref, il faut être en mouvement si on veut avoir une chance de survivre. Il faut changer sans cesse. Et nous venons de commencer le moment de la révision des lois de bioéthique qui, elles aussi, semblent devoir épouser ce mouvement permanent du monde, comme si la règle éthique devait s'ajuster à cette adaptation constante que l'univers exige de nous. Dans ce flux permanent, nous semblons ne pas échapper à la règle. Et de fait, nous sommes faits de ce mouvement. Nos corps, par exemple, ne cessent de se transformer. Chaque jour, des milliers de cellules en nous meurent et des milliers de cellules en nous naissent. Le grand biologiste et d'ailleurs ancien président du Comité consultatif national d'éthique Jean-Jacques Amezen dit que le sentiment que nous avons de notre propre permanence correspond pour partie à une illusion. Notre corps est semblable à un fleuve qui ne cesse de se renouveler, qui ne cesse de se transformer. Alors qu'est-ce qui fait que, étant nous-mêmes en permanence traversés par le changement, nous pouvons malgré tout atteindre une forme de stabilité, de permanence, d'identité? Qu'est-ce qui fait que l'enfant que j'ai été un jour, que le jeune que j'ai été, sera le même que le vieillard que je serai devenu à mon tour? Au fond, ce qui fait que notre identité demeure à travers tous ces changements, c'est la mémoire, le souvenir du passé qui construit mon identité. Mettons-nous d'une certaine manière à l'école de ceux qui, dans notre société, sont atteints du trouble de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer par exemple. Ils nous disent à quel point est précieux ce temps passé qui demeure en nous sous la forme du souvenir, à quel point ce temps est nécessaire à la construction de notre propre identité, de nos relations avec les autres, de la stabilité de notre enracinement dans le monde. Il y a bien donc une certaine consistance de ce passé qui n'est plus et qui pourtant demeure fécond en nous sous la forme de la mémoire, sous la forme du souvenir. Il y a bien aussi une certaine consistance de l'avenir, parce que nous sommes présents à l'avenir, sous la forme du désir, sous la forme de la crainte. Nous ne sommes pas enfermés dans un pur présent. Nous faisons des projets. Nous regardons notre présent comme déjà habité par cette projection de l'avenir, par cette tension vers l'avenir. Il faut être présent à notre propre appréhension de ce qui va venir, être présent à notre propre inquiétude parfois et savoir l'écouter, être présent à nos espérances aussi et savoir leur faire confiance. Et puis, il y a une dernière présence, la plus nécessaire de toutes, la plus menacée aussi. C'est notre présence au présent. De fait, si le présent n'est rien d'autre que ce petit point qui court sur la flèche du temps entre le passé et l'avenir, le présent, vous l'avez vu, n'est presque rien. Il n'est rien, en fait. Et là encore, nous avons besoin, et c'est peut-être ce que nous oublions le plus, de conforter cette vacuité du présent par notre propre attention à lui. Le présent, dit saint Augustin, ça n'est pas ce petit moment infime, ce millième de seconde qui est là tout de suite maintenant et qui instantanément est passé. Le présent n'est pas cette espèce de falaise par laquelle le futur se transforme en passé. Le présent, comme le dira le grand philosophe Bergson au XXe siècle, c'est l'espace de notre attention. L'espace de notre attention à ce que nous sommes en train de vivre, à ce à quoi nous sommes présents. Or, nous le savons bien, rien n'est plus menacé dans le monde contemporain que le présent. On ne nous a jamais aussi asséné qu'il fallait vivre au présent, cueillir l'instant présent, nous saisir de ce présent et en profiter à fond. Et nous n'avons jamais moins bien su vivre la réalité et la densité de ce présent, de cette attention au présent, que depuis que la modernité nous a plongés dans ce mouvement permanent et dans tout ce que nous avons construit pour pouvoir être mobiles. À commencer bien sûr par les mobiles que vous avez tous dans vos poches.
Un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford a écrit un ouvrage récent que je vous recommande vivement et qui s'appelle Contact. Le titre de cet ouvrage en anglais est « Comment nous avons perdu le monde et comment le retrouver ». Et dans cet ouvrage, Crawford affirme que la denrée rare du XXIe siècle sera l'attention, la capacité d'attention. Nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons construit des outils de plus en plus perfectionnés pour mobiliser notre attention, pour la diffracter, pour la diviser. De telle sorte que d'une certaine manière, nous ne soyons plus jamais totalement présents à ce qui est présent devant nous. Que nous ne soyons plus jamais présents à une seule chose ou une seule personne à la fois. Et nous voyons bien de fait, et je le vois le premier en moi-même, à quel point il est difficile d'éviter que les écrans qui nous entourent ne finissent littéralement par faire écran entre nous et notre monde, entre nous et ce qui est juste là, devant nous. Alors je suis présent, bien sûr, je suis là, mais je suis en même temps ailleurs. Je suis présent, je suis là d'une certaine manière, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Tu me vois, mais je ne te vois pas. Tu me parles, mais je ne t'entends pas. J'ai lu récemment sur Twitter cette petite plaisanterie qui m'a fait rire, bien qu'elle soit assez grinçante. C'est la plaisanterie de quelqu'un qui dirait à sa conjointe ou à son conjoint « Tais-toi, tu me déranges de regarder mon téléphone. Tu m'as encore empêché d'être attentif à ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité. » Et de fait, bien souvent, l'autre devient un obstacle pour nous dans cette attention que nous voudrions porter toujours plus loin, toujours ailleurs, toujours en dehors de ce monde réel devant lequel nous sommes présents. Et pourtant, ce monde réel est la condition de notre rapport au temps, la condition de la consistance du présent. Le présent n'est rien si nous ne sommes pas présents à lui. C'est ainsi, d'une certaine façon, que le temps agit sur nous et que nous pouvons retrouver la consistance de ce temps. Valérie nous a magnifiquement montré à quel point le présent était ce à quoi il fallait être présent. Le temps si merveilleux, au cours duquel une vie nouvelle naît dans le corps d'une femme, au cours duquel une vie nouvelle se prépare à être accueillie dans un couple. Ce temps-là, c'est le temps présent. Et le présent peut durer 9 mois. Mais le présent, c'est ce à quoi il faut être attentif. Pour une raison très simple. C'est que le présent, si nous n'y sommes pas attentifs, n'est pas infiniment donné. Ce qui fait la valeur infinie du temps présent, de chacun des instants du temps, de chacune des personnes que nous rencontrons dans le temps, c'est le caractère limité de toutes les choses qui sont dans le temps. Le temps n'existe, et je sais que vous rencontrerez Martin Stephens qui vous en parlera mieux que moi, le temps n'existe dans notre vie que parce qu'il est limité par cette borne décisive qui s'appelle la mort. Si le temps passe, c'est parce qu'il est fini. Et s'il est fini pour chacun d'entre nous, c'est parce que nous allons mourir un jour. Cela n'a rien qui doive nous paraître déprimant, au contraire. C'est la condition pour redécouvrir la valeur infinie de chacun des instants du temps et la nécessité urgente d'y être authentiquement présent. Le présent est le seul bien que nous pourrions perdre sans pouvoir le retrouver. On peut perdre de l'argent et peut-être le retrouver. On peut perdre de l'espace et peut-être le reconquérir. Mais quand on a perdu le temps, quand on a perdu le présent, c'est sa vie qu'on a perdue d'une certaine manière et qu'on ne retrouvera plus. La mort est en ce sens la condition pour que nous soyons authentiquement vivants, c'est-à-dire authentiquement présents à chacun des instants du temps. Nous ne pouvons que très difficilement imaginer ce que serait l'éternité. L'éternité n'est pas un temps infini. L'éternité, c'est l'absolu du présent, c'est l'absolu de la présence. Et d'une certaine manière, être authentiquement présent à toutes les choses qui sont dans le temps, c'est déjà d'une certaine façon vivre une expérience de leur éternité. Vivre l'expérience d'une présence qui, dans son caractère absolu, nous sera peut-être donnée pour pouvoir goûter ce que sont les choses quand nous sommes vraiment avec elles, pour pouvoir goûter ce que nous sommes quand nous sommes vraiment présents à nous-mêmes. Voilà sans doute le plus grand défi qui nous attend. Parce que la catastrophe qui pourrait nous arriver, et elle nous menace tous encore une fois, la catastrophe qui pourrait nous arriver n'est pas qu'il faille mourir un jour. Cela nous arrivera tous. La seule catastrophe qui pourrait nous arriver serait de n'avoir jamais vraiment vécu. De n'avoir jamais été présent à ces moments du temps qui nous sont donnés
Et c'est peut-être après tout le sens de ce temps réel que nous redécouvrons dans l'attention à ce qui nous est donné, à ce qui nous est donné comme un cadeau dont la valeur est infinie, à ce qui nous est donné comme un infini présent. Merci infiniment pour votre attention.